6 heures du matin, sur les rives du lac Maracaibo. C'est bon, on y va? Vous êtes prêts? C'est bon pour toi, le jeune? Je m'appelle Aníbal Gutiérrez. Je pratique la pêche depuis 3 ans maintenant. Moi, je n'y connaissais rien à la pêche. Avant cela, je vendais des légumes sur le marché. Mais la crise dans le pays m'a amené à faire autre chose, à pêcher. Mauvaise gestion de l'économie par le pouvoir socialiste depuis 1999, sanctions strictes des États-Unis depuis 2006, le Venezuela, malgré ses immenses ressources pétrolières, s'est enfoncé chaque année un peu plus dans la crise. À une époque, nous n'avions que de la pâte de farine de maïs à manger. Matin, midi et soir, on ne mangeait que ça. La nourriture était rare et chère. Un jour, ma fille est tombée malade, elle avait mal à l'estomac. Elle m'a dit en pleurant, « Papa, je ne veux plus jamais manger ça. » Le soir, avec ma femme, je me suis mis à pleurer. Depuis, comme tous les jours, Aníbal et son ami David partent pêcher à l'aube. Faute de moyens, les deux hommes naviguent sur de vieilles chambres à air. En guise de rame, de simples assiettes en plastique. Parmi les pêcheurs, je suis le seul qui ne sache pas nager. Si la chambre à air se perd, c'est que je tombe à l'eau. Mon gilet de sauvetage m'empêche de couler. Grâce à lui, je flotterai. Mais il n'y a pas longtemps, mon ami Ramon est mort. On le surnommait le dauphin, car il nageait très bien. Malgré son expérience, il s'est quand même noyé. Des embarcations de fortune, un système D dangereux et éreintant, la seule solution qu'ont trouvé ces pêcheurs pour faire vivre leur famille. Avant d'atteindre leur zone de pêche, Aníbal et son ami vont ramer près d'1 heure au milieu des installations pétrolières. Ici, 90% de ce que vous voyez sur le lac ne fonctionne plus. Les forages, les barges, les réservoirs. Pendant près d'un siècle, le pétrole du lac Maracaibo et de ses rives a fait la richesse du Venezuela. Mais depuis 2002 et la reprise en main de l'industrie pétrolière par le gouvernement d'Hugo Chavez, l'icône du socialisme latino-américain, le pays a connu une récession sans précédent. Au Venezuela, la crise a commencé avec la grande grève des employés du pétrole. Puis le gouvernement a exproprié les entreprises privées. Les investisseurs ont alors quitté le pays. Les Espagnols, les Italiens, les Français, les Américains. Ils sont tous partis parce que le gouvernement voulait prendre le contrôle du secteur et leur imposait de vendre ou de produire à un prix fixe. Et ça ne leur convenait pas, donc ils ont quitté le pays. Les pénuries ont commencé. L'essence, la nourriture. La monnaie vénézuélienne s'est complètement écroulée. Dit autrement, notre monnaie n'avait plus aucune valeur. Depuis cette période, on ne reconnaît plus notre pays. Conséquence de cette crise, un abandon progressif des infrastructures pétrolières et la pollution majeure qui en a découlé. Sans autre choix, Aníbal pêche au milieu des nappes d'hydrocarbures et des algues toxiques. Il y a de nombreuses fuites de pétrole. Des millions de barils sont perdus. Le gaz naturel aussi est perdu.
Notre pays se vide de toutes ses richesses car le gouvernement a arrêté d'investir dans la plus grande entreprise du pays. Une compagnie australienne et une autre russe sont venues ici. Une ingénieure a pleuré quand elle a vu l'ampleur de la marée noire. Eux rêveraient d'avoir les mêmes richesses naturelles que le Venezuela. Et là, ils constatent que tout se perd, comme si ça n'intéressait personne. Le lac est pollué à 80% selon moi, avec les fuites de pétrole, de gaz, les structures rouillées qui tombent à l'eau, etc. Tout ça a un impact sur l'environnement et fait que le poisson est de plus en plus rare. Le premier poisson que j'ai pêché tout à l'heure était abîmé par la pollution. Mais je l'ai gardé parce que c'était un gros poisson. On cherche toujours à prendre des gros poissons car ils se vendent plus cher. Sur le lac, la marée noire est quasi permanente. Si les pluies diluviennes récentes ont masqué quelque peu cette pollution, le désastre écologique est toujours bien présent. Et à terre, toujours aussi visible. Aujourd'hui, on dénombre 6000 puits de pétrole, sur ou autour du lac, qui ne font plus l'objet d'aucun entretien. Luis Coby est ingénieur en mécanique hydraulique et professeur d'université. Depuis des années, il se bat pour alerter le gouvernement et la population locale sur les dangers de cette pollution, en vain. Vous voyez, ça, c'est du pétrole qui se répand depuis une pompe mal entretenue. Et ça, c'est une fuite de gaz. Ce sont des ressources gaspillées et qui, bien sûr, polluent l'environnement. Tout ça représente un grand danger pour les riverains et encore plus pour ceux qui se relient au réseau de gaz de manière anarchique, sans aucun respect des normes de sécurité. Ici, l'incurie de l'État est visible à chaque coin de rue. Ces canalisations servent à drainer les eaux usées du secteur. Mais les eaux de pluie y charrient aussi du pétrole et des résidus chimiques. Conséquence, les espèces d'animaux qui vivent ici, comme les grenouilles, les tortues ou les petits poissons, sont contaminés. Cela pollue également la terre et les animaux tout autour. Tous les produits chimiques et résidus de pétrole qui stagnent dans l'eau sont aussi très volatiles et peuvent se transformer en gaz. C'est très dangereux. Il suffit que par mégarde, quelqu'un jette ici quelque chose d'inflammable et on a un départ d'incendie. Au-delà des conséquences sur l'environnement, le manque d'entretien généralisé a aussi des conséquences sociales et économiques majeures. Ça se voit que ce sont de vieilles installations et que personne ne les entretient. S'ils venaient les contrôler, ce ne serait pas un terrain vague. Cela fait des années que personne ne s'en occupe. C'est dans cet état depuis peut-être 20 ans ou 30 ans. Je m'appelle Carlos Enrique Rodriguez Quiñones. J'ai 60 ans. J'ai commencé à travailler dans l'industrie pétrolière très jeune, à l'âge de 20 ans.
J'ai participé à la grande grève du pétrole qui a été lourdement sanctionnée par le gouvernement. Décembre 2002, la grève générale des employés du pétrole, guidée en sous-main par l'opposition, ébranle le pouvoir. Le président Chavez réprime les grévistes et en représailles licencie la moitié des salariés de la compagnie nationale. Il les remplacera par un personnel pléthorique mal ou peu formé, le début des problèmes pour tout le secteur. Si on me demandait de retravailler dans cette industrie, je n'irais pas. C'est trop risqué. Qui irait travailler dans ces installations alors que ce sont des bombes à retardement? Un risque bien réel, comme l'a montré l'explosion spectaculaire d'août 2012 à la raffinerie d'Amouaï, la plus grosse du pays. Ce jour-là, un gigantesque incendie ravage le site. Bilan 42 morts et plus de 130 brûlés graves. Un drame révélateur de la gestion catastrophique du secteur pétrolier par le pouvoir chaviste. Aujourd'hui encore, cet accident industriel pèse sur l'économie de tout le pays. Leur principale raffinerie hors service, les Vénézuéliens ne sont plus autosuffisants en essence. Paradoxe, même assis sur les plus grosses ressources d'or noir au monde, le Venezuela doit aujourd'hui en importer d'Iran, un des rares pays à ne pas respecter le blocus imposé par les États-Unis. Résultat, aux stations-service, les queues s'allongent à n'en plus finir. Encore plus devant celles qui vendent du carburant à un prix subventionné. Le gouvernement dit que c'est à cause de l'embargo américain. Mais en réalité, c'est le manque d'entretien des infrastructures pétrolières qui fait que nous ne sommes plus capables de produire de l'essence pour notre propre consommation. Comment ça se passe ici? Cela fait combien de temps que vous faites la queue? Ça fait 1 heure et demie qu'on attend. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils nous donnent la priorité à nous, les taxis. Comment peuvent-ils nous obliger à faire la queue comme ça? Seuls 50 taxis par jour sont autorisés à faire le plein et en plus, on passe après tout le monde. Les pénuries d'essence ou le symbole de l'échec de la révolution bolivarienne. Comme Carlos, 20 000 ouvriers de la compagnie publique ont été licenciés en 2002. Face au lendemain qui déchante, certains de ses ex-collègues sont devenus activistes dans l'opposition. Salut les amis, comment ça va? Bien? Ça fait longtemps. Il faut continuer à se battre pour sauver la démocratie. Récupérer notre industrie et notre pays. C'est comme ça, il ne faut pas se relâcher. Il faut lutter tous ensemble. Oui, cette dictature est en train de tous nous tuer, de ruiner notre pays, notre économie, nos ressources. Mais on ne doit pas se laisser faire. La situation est très difficile, on le sait tous. Lutter coûte à chacun d'entre nous beaucoup de sacrifices. Mais si on laisse notre pays aux mains du communisme, on va tout perdre. Je n'ai jamais cru au projet d'Hugo Chavez. Jamais. Nos hommes politiques sont archi privilégiés. Alors quand ils disent que c'est la faute à l'embargo, ce n'est pas vrai. Dans un pays socialiste, on devrait tous être égaux. La crise qu'on traverse n'est pas due aux sanctions, mais au fait qu'ils nous ont virés et remplacés par des personnes sans expérience et sans les compétences nécessaires pour faire tourner l'industrie du pétrole. Il ne suffit pas de mettre des pompes par-ci, par-là pour extraire et vendre des hydrocarbures. C'est un marché international qui a besoin d'un personnel très bien formé pour produire et écouler des millions de barils. Après son licenciement, Carlos a rebondi comme il a pu. À Cabimas, au bord du lac, il a ouvert une petite épicerie. Pour la gérer avec lui, Aileen, sa femme. Elle aussi une ancienne employée du secteur pétrolier. Ici, le couple vend un peu de tout, du shampoing aux icônes religieuses, des produits proposés très souvent à l'unité, voire au détail.
c'est du sel marin que l'on vend. Chérie, il y a quelqu'un qui attend. Tu peux pas y aller? Non. J'arrive. Tiens, ma petite. Je vais en prendre une autre. De quelle couleur? Sans apport personnel pour acheter ou louer un local, le couple, comme souvent au Venezuela, a dû faire preuve d'imagination. Quand nous nous sommes retrouvés au chômage, on a décidé d'ouvrir ce petit commerce. Pour cela, on a dû diviser notre cuisine en deux. D'un côté, la cuisine salle à manger et de ce côté, la boutique. Cela fait 20 ans qu'on a commencé et qu'on lutte chaque jour un peu plus en espérant que nos enfants reviennent. Ça, c'est le plus important. Si Carlos et Aileen survivent encore ici, leurs enfants sans emploi ni espoir ont eux dû quitter le pays. Tous sont partis en Colombie voisine ou au Chili, un crève-cœur pour leurs parents. Comment ça se passe là-bas? Il ne fait pas trop froid? Je t'aime fort. Ciao. Au revoir, ma fille. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bisous. Qui est-ce? Notre fille et notre petit-fils. Ils vivent à Bogota. Ils vivent là-bas depuis quand? Cela fait 5 ans qu'ils sont partis. Voici tous nos enfants. Carlos Alberto, qui est ingénieur en mécanique, il était déjà diplômé quand il a quitté le pays. Carline Judith, qui a étudié l'agronomie, et Carlos David, qui avait à peine le bac quand il est parti. J'ai beaucoup de peine. Je suis triste de les avoir si loin. Quand il y a eu les premières difficultés dans le pays, nous avions tous les deux du travail. Nous étions en train de construire cette maison. Nous avions 2 voitures. On vivait encore bien et nous étions encore en famille. Mais quand nous avons été licenciés, tout le monde a dû se mettre à faire des petits boulots, même les enfants. Notre entreprise finançait l'accès aux écoles privées pour nos enfants. Ici, l'école publique n'est pas à la hauteur. En nous serrant la ceinture, grâce à Dieu, nous avons pu les mettre dans le privé. On a dû payer pour tout. Ça a été très dur. Mais leur départ a été plus difficile encore. Personne ne veut se séparer de ses enfants. La vie a beaucoup changé. Aujourd'hui, le salaire minimum, c'est 130 bolivars mensuels, soit 12 ou 13 $, maintenant que nous utilisons de plus en plus le dollar dans ce pays. Mais avec l'inflation, le panier moyen pour une famille de 5 personnes, c'est 450 $ par mois. Alors comment fait-on pour vivre avec un salaire de 13 $ si on a besoin de 450 minimum? Comment on fait? Ce n'est plus possible. La compagnie pétrolière publique à l'agonie, c'est tout le château de cartes qui s'est effondré. Rapidement, les entreprises qui dépendaient de ce secteur autrefois florissant ont fermé. En 20 ans, la ville de Cabimas a perdu un quart de sa population et à l'échelle nationale, plus de 7 millions de Vénézuéliens ont pris la route de l'exode, la plus grosse migration de travail de l'histoire de l'Amérique latine. Si certains émigrés y ont trouvé un avenir, tous n'ont pas eu la même fortune, à l'image d'Hannibal, le pêcheur. Quand je suis arrivé en Colombie, je ne connaissais personne. Je suis tombé sur un parking à Maicao, de l'autre côté de la frontière, et j'ai dormi par terre sur une place de marché pendant 7 jours. J'ai été très mal accueilli par les Colombiens. Ils me traitaient de tous les noms.
J'étais un paria. J'ai commencé à travailler comme manutentionnaire sur les marchés. En une journée, je pouvais porter jusqu'à 600 sacs de patates. Puis j'ai réussi à monter mon petit point de vente sur le marché. Les choses se sont un peu améliorées et j'ai fait venir ma famille. On est resté un moment en Colombie, mais c'était dur. Je gagnais à peine de quoi survivre. Alors j'ai décidé de rentrer au Venezuela. J'ai voté 2 fois pour Chavez, mais après je n'ai plus cru en lui. On a eu trop de problèmes, la crise a été trop dure. Et rien n'est encore réglé aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls les poissons du lac permettent à Hannibal et sa famille de survivre. Quant au risque pour la santé à les consommer, déni ou inconscience, le jeune père ne s'en inquiète pas outre mesure. Le poisson a des écailles. Alors quand il est couvert de pétrole, il suffit de l'écailler, de bien le laver et le pétrole s'en va. Il ne reste plus que la chair et elle est propre. Il n'y a aucun problème. Mes clients sont mes voisins et mes amis, et cela fait des années qu'ils mangent mes poissons. S'il y avait un problème, ils seraient déjà morts ou auraient été intoxiqués. Mais personne n'a jamais eu de souci de santé en mangeant le poisson du lac. À ce jour, aucune étude n'a été menée sur les conséquences sanitaires à long terme de cette consommation. L'autre étude qui mériterait d'être conduite sur les rives du lac, c'est celle de la qualité de l'eau potable. Les canalisations ne sont pas entretenues. Ils disent qu'un moteur a explosé, que les pompes ne peuvent plus fonctionner. Et donc l'eau n'arrive plus comme avant. Quand mes réserves d'eau s'épuisent, je demande à ma voisine s'il lui en reste. Et si elle peut m'en donner 40 ou 50 litres pour que mes enfants puissent au moins se laver. On vit un calvaire. Régulièrement, les riverains du lac trouvent des traces d'hydrocarbures dans l'eau du robinet, du moins ceux qui sont encore reliés au réseau d'eau potable. Je ne crois plus à ceux qui sont au pouvoir dans mon pays. Que fait le gouvernement pour nous, les Vénézuéliens? Que fait-il pour moi? Rien. Rien du tout. Aujourd'hui, le Venezuela est à un tournant de son histoire. Flambée des prix du brut en raison de la guerre en Ukraine, raréfaction de la ressource au niveau mondial, le pétrole du lac Maracaibo est de nouveau très prisé. Depuis cet été, les États-Unis ont même commencé à desserrer les taux des sanctions. Ils autorisent désormais leurs sociétés à revenir exploiter l'or noir local. La nouvelle génération de Vénézuéliens profitera-t-elle de ce nouvel horizon? À moins d'un changement de régime à Caracas, rien n'est moins sûr.